cofondatrice du pacte Finance-Climat avec Pierre Larouturou et Jean Jouzel, donc Pierre Larouturou économiste et Jean Jouzel climatologue. Et c'est un magnifique projet, je dois dire, qui touche beaucoup les institutionnels, qui tente de mobiliser à l'échelle européenne donc un Green Deal, hein, quelque chose qui puisse nous entraîner dans des politiques qui s'engagent fermement dans le changement climatique. Alors ma question, Anne, c'est de savoir, et qui sera la même pour Jean-Louis dans son secteur, qui sera de savoir où en est ce projet. Quel est, alors tu as un optimisme naturel, hein, d'ailleurs on le voit à ton beau sourire. Est-ce que tu peux nous dire si aujourd'hui tu es toujours aussi optimiste, et puis en quoi pour toi cette crise que nous traversons change peut-être la donne, en bien ou en mal? Merci. Merci, c'est un vaste projet là. Je voudrais juste ajouter à ta présentation qu'avec Pierre Larouturou et Jean Jouzel, nous avons commis même un petit livre qui s'appelle Finance, climat, réveillez-vous, et qui est bien sûr un clin d'œil à mon père qui avait commis un petit indignez-vous, suivi d'un engagez-vous, et bien maintenant nous en sommes au réveillez-vous. Voilà, mon optimisme reste virulent, car la pandémie que nous venons de traverser, que nous n'avons d'ailleurs pas fini de traverser, nous a précipités dans la nécessité de modifier nos certitudes. Je dirais même toutes nos certitudes, démocratiques, économiques, financières, culturelles, écologiques et politiques. Alors sur ces dernières, je voudrais dire que nous avons assisté à quelque chose de très nouveau et de très intéressant, et pour Défimed, et pour le climat, et pour la lutte contre les inégalités, c'est que l'Europe a bougé comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. Des fonds ont été débloqués, une solidarité européenne a été partiellement retrouvée. Là, je serais optimiste, mais pas totalement. Mais le discours partagé sur la nécessité de solidarité sanitaire et sociale, ça constitue des pas de géant vers une profonde transformation de la culture politique. Peut-être pas des pratiques immédiatement, mais déjà de la culture. Et des décisions qui ont été des décisions politiques, donc qui peuvent se prendre très vite, mobilisant la finance européenne, ont pu être prises. Ça, c'est quand même une évolution de nos dirigeants visible, perceptible et très encourageante, car il va falloir mobiliser des fonds pour réaliser la transition écologique. Par ailleurs, la pandémie toujours a permis d'ouvrir l'émergence de nouvelles solidarités, qui étaient déjà en germe, ces solidarités locales, territoriales, mais avec de nouvelles exigences et un sentiment citoyen de responsabilité. Et là, des groupes comme Défimed sont tout à fait précieux. Et on a vu à l'occasion des municipales particulièrement, mais aussi à l'occasion de la pandémie, des groupes qui se forment et qui refusent la fatalité de la démocratie compétitive, celle qui délègue tout pouvoir à une oligarchie notabilière pour la durée d'un mandat, en se dépossédant de toute possibilité de faire valoir leurs opinions et leurs attentes. Ces groupes qui se forment inventent de nouvelles formes de démocratie coopérative locale, et c'est bien ce que vous faites avec Défimed dans différents endroits, en développant des actions de terrain qui sont adaptées aux réalités de la vie quotidienne. Alors, en plus, l'urgence climatique, grâce à cet été torride que nous avons vécu et grâce aux tempêtes qui se préparent, devient une évidence. La nécessité de transiter vers des modes de vie plus respectueux de la nature, dont les citoyens se sentent partie intégrante et non pas prédateurs inconscients et indifférents, ça devient aussi une évidence. Et ça, c'est très important, parce que ça permet à des innovations ponctuelles et d'ampleur réduite, qui ne peuvent prétendre résoudre les problèmes à l'échelle de la planète, ça leur permet de se cristalliser et aboutir à des stratégies d'ensemble.
C'est ainsi, d'ailleurs, on le sait, ça, il y a des précédents, quand on mobilise l'intelligence collective pour proposer des solutions qui pourraient, après avoir fait leur preuve localement, être généralisées, on aboutit à des vraies réformes. N'oublions jamais, c'est comme ça qu'a été fait la sécurité sociale en France. Alors j'espère qu'on va pouvoir, grâce à des initiatives comme Défimed, réussir à mobiliser des citoyens et à obtenir de véritables changements pour s'inscrire dans un dialogue qui permet de construire l'avenir. Cet avenir qui est devant nous et qu'il faut absolument construire. Anne, j'ai une question à te poser. Il y a la réponse dans la question, donc en réalité, tu n'auras pas le choix. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'au niveau du tourisme, et notamment cette transition écologique du tourisme, c'est un moteur supplémentaire beaucoup plus facile à mettre en place pour motiver les gens vers cette sensibilité écologique? Tout à fait, tout à fait, bien sûr, et alors particulièrement en période de pandémie où le tourisme a changé, a radicalement changé pendant cette période et donc ouvre à ce qui est le plus important, je pense, si l'objectif est de mobiliser les politiques pour arriver à une véritable transition écologique, eh bien, la motivation se fait par un changement culturel. Et le changement culturel, il est terriblement important. Il faut que des choses qui paraissaient impossibles deviennent évidentes, que des choses qui paraissaient accessoires deviennent prioritaires. Ça, c'est dans la culture. Et dans la culture de nous tous, de tout le monde, de tous les Français, de tous les Méditerranéens, de tous les Européens, et un jour peut-être une culture mondiale, car nous vivons nombreux sur une toute petite planète. Eh bien, cette culture, il faut l'enrichir. Et le tourisme est une manière d'enrichir des deux côtés du tourisme, si j'ose dire, d'enrichir la culture. Du côté des accueillants, qui sont obligés de profondément penser leur accueil et ce qu'ils mettent à disposition des accueillis. Et du côté des accueillis, qui viennent pour rencontrer, pour se modifier, pour découvrir. Et les touristes sont agis par quelque chose de culturellement fondamental qui est la curiosité. Et à partir du moment où nous mettons en avant le fait d'être nécessairement curieux les uns des autres, nous avons fait un pas considérable dans l'appropriation et la nourriture de notre culture commune. J'ai une dernière petite question, Anne. Mon inquiétude personnelle va par rapport à l'urgence. C'est-à-dire que nous sommes quand même dans une situation d'extrême urgence. Est-ce que tu penses que les petits ruisseaux comme d'innombrables Défimed et compagnie suffiront à répondre à cette urgence? Non, je ne peux pas penser que ça suffira. J'en suis désolée. Je voudrais pouvoir me dire que si chacun de nous, dans sa pratique quotidienne, fait les gestes nécessaires pour diminuer son impact, pour augmenter la résilience autour de lui, j'aimerais pouvoir dire ça va marcher. Mais je ne le crois pas. Je ne le crois malheureusement pas. C'est nécessaire pour que nous soyons tous convaincus. Mais nous sommes dans la première année, la fin de la première année d'une dizaine absolument décisive, puisque nous avons décidé par l'accord de Paris qu'au terme de cette dizaine, en 2030, nous devrons avoir réduit de 50% nos émissions de gaz à effet de serre. Nous en sommes évidemment très loin et les petits ruisseaux ne suffiront pas. Par contre, ce qu'ils font de décisif, et c'est très important, c'est de nous mobiliser, de nous rendre conscients de l'urgence, de nous rendre actifs dans la mobilisation de ces petits ruisseaux. Et là, je pense que Jean-Louis va nous mobiliser des ruisseaux agricoles qui sont absolument indispensables, mais là, je le laisse faire.
Et ces petits ruisseaux amènent à avoir des pressions énormes sur nos politiques. Nos politiques, ils font ce qu'ils croient que nous attendons d'eux et que s'ils ne le font pas, nous allons reprendre la Bastille. Voilà. Donc, ils vont faire les choses que nous allons exiger d'eux qu'ils fassent. Nous avons le pouvoir, c'est nous qui avons le pouvoir politique, ce n'est pas eux, hein, mais on peut les obliger. Alors, les ruisseaux sont indispensables, pas absolument suffisants, mais indispensables. J'espère que je n'ai pas détruit ton optimisme. Le mien est encore totalement intact. Hein. Je pense qu'on ne peut que gagner. On ne peut que gagner, la perte est terrible. Merci beaucoup, Anne. Alors, de toute façon, on te garde bien sûr sous la main, puisque j'aimerais que vous puissiez réagir l'un l'autre. Et je vais même improviser, je vais me faire gronder, mais je pense que ça serait dommage qu'on se prive peut-être de 2-3 questions dans la salle, puisque nous avons la chance et qu'on puisse abuser de votre temps. Donc, si vous le voulez bien. Jean-Louis, effectivement, de ton côté, tu travailles ardemment sur les questions depuis très longtemps des circuits courts alimentaires. Il faut que tu remettes ton micro, hein, Jean-Louis. Et donc, du coup, la question que je pose, c'est de savoir de ton côté, même question, mais côté agricole, est-ce que le secteur peut contribuer à sa manière, de manière vraiment efficace à cette transition écologique? Et est-ce que la crise actuelle a pu changer la donne? Alors, visiblement, tu n'arrives pas à allumer ton micro? Non. OK. C'est en bas de ton écran normalement. Voilà. Si. Non. Alors, pardonnez-nous hein, pour. Voilà, non, c'est bon. C'est bon, Jean-Louis. C'est bon. On t'entend. Oui. C'est parfait. Alors, j'y vais. C'est les mêmes questions, là, hein, je crois. Ah, c'est les mêmes. Je ne les ai pas changées, là. Bon, alors, je vais commencer par faire un petit détour historique rapide, même s'il remonte à 400 000 ans. Il remonte à Alma Mata, à côté de Nice, où pour la première fois, avec d'autres endroits du monde, les humains ont utilisé le feu pour faire la cuisine. C'est un acte décisif parce qu'il permet la conservation des aliments, mais aussi il crée le repas autour du foyer, et donc la sociabilité, la convivialité. Ensuite, on fait un bond dans l'histoire considérable, puisqu'on va en Mésopotamie il y a 12 000 ans, au néolithique, et là on s'aperçoit que les hommes domestiquent les animaux et les plantes. Et donc c'est la naissance de l'agriculture et de l'élevage. Et en même temps, c'est le début de la sédentarisation. Donc on a là une amélioration de la capacité des humains à se nourrir à travers cette innovation technologique. La troisième transition, elle apparaît toujours dans la même région du monde. Hein. Il y a 5000 ans environ, à Babylone, avec les grandes cités, où là c'est une nouvelle organisation du travail, de la production, puisqu'on a l'agriculture d'un côté, mais apparaissent les artisans qui vont faire du pain, etc., transformer les aliments, et puis les marchands qui vont amener les produits vers les consommateurs. Un nouveau bond énorme, la quatrième transition, c'est l'agro-industrie, c'est-à-dire la révolution industrielle qui concerne toute l'activité de production des aliments et de consommation. Alors là, on a l'agrochimie, les pesticides, on a la mécanisation avec l'augmentation des rendements, etc. Dans l'industrie alimentaire, on a d'énormes usines qui fabriquent 1 million de yaourts par jour, etc. Et puis, on a le fast-food, on a les grandes surfaces, etc. Alors, cette mutation, elle accompagne une forte croissance démographique et en même temps l'urbanisation et puis le développement de l'industrie manufacturière, etc. Ça, c'est il y a 2 siècles à peu près. Et puis plus récemment, on peut dater ça du sommet de Rio, un sommet de la Terre de Rio. En 1992, nous avons une prise de conscience sur les dégâts que cette civilisation industrielle fait à l'environnement, mais aussi à l'homme. Et on a commencé à parler de transition écologique à ce moment-là. Dans le secteur de l'alimentation,
la préoccupation est entière, puisque le modèle agro-industriel, encore une fois, il a permis de nourrir une population qui a augmenté de façon très, très importante dans les 2 derniers siècles. Et la ration alimentaire moyenne par tête, grâce à la productivité, a augmenté malgré la croissance démographique. On a des aliments qui sont plus sûrs, qui sont moins toxiques du point de vue bactériologique, etc. Et puis, on a la rapidité de préparation des repas grâce aux plats cuisinés qui accompagnent la journée continue de travail, etc. Donc, il y a de grands progrès qui ont été accomplis, mais il y a ce qu'on appelle les impacts négatifs qui sont aujourd'hui avérés, notamment du côté de la santé humaine, avec les maladies chroniques d'origine alimentaire, qui provoquent à peu près, de façon directe ou indirecte, à peu près la moitié des décès dans le monde. C'est considérable. Et ça, c'est dû à la mauvaise qualité nutritionnelle de l'alimentation industrielle. Je parle en général. Ensuite, nous avons le problème de la dégradation des ressources naturelles, en particulier la terre, l'épuisement des sols, et puis la raréfaction des ressources en eau. Et enfin, on a le problème très, très grave du changement climatique. Anne l'a évoqué. Et évidemment, dans le secteur de la production d'aliments, c'est quelque chose qui peut être dramatique. Alors, j'ai dit enfin, mais c'était avant la fin. La dernière chose que les économistes mettent en évidence, c'est que ce modèle capitaliste agro-industriel génère des inégalités. Le partage de la valeur créée dans les filières, eh bien, il se fait au détriment des agriculteurs notamment. Donc, c'est un modèle qui est inéquitable. Alors, pour toutes ces raisons, il faut changer les choses. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de la prospective et des scénarios à l'horizon 2050, on s'aperçoit que, certes, techniquement, il serait possible de nourrir 10 milliards d'habitants, mais avec des dégâts sur la santé humaine et sur la santé de la planète qui seraient irréversibles et qui seraient très dommageables à la fois pour les humains et aussi pour la planète. Donc, il faut imaginer autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que nous appelons, nous les chercheurs, les systèmes alimentaires territorialisés. Je fais une parenthèse puisque tu as posé la question de la Covid-19. Il est clair que la Covid-19 a été un révélateur des effets pervers négatifs des très très longues filières, de ce qu'on appelle les chaînes globales de valeur, puisqu'il y a eu des ruptures dans les approvisionnements et le consommateur l'a très bien compris puisqu'il s'est dirigé vers l'alimentation locale et donc la provenance des territoires. Alors rapidement, les caractéristiques des systèmes alimentaires territorialisés, c'est premièrement la qualité totale des aliments. Il ne s'agit pas simplement que les aliments soient sûrs, apportent une sûreté alimentaire du point de vue bactériologique, mais aussi que nutritionnellement, ils soient conformes aux prérequis de la santé. Deuxième chose, il faut que la production de ces aliments respecte l'environnement. Troisième chose, il faut que ces aliments soient en phase avec la culture, c'est-à-dire le patrimoine alimentaire de l'humanité, et qui est relié au sol, évidemment, aux capacités productives, mais aussi au savoir-faire humain, etc. Et c'est d'ailleurs là qu'on peut faire déjà un pont avec l'écotourisme, puisque l'écotourisme, évidemment, a pour un de ses fondements l'utilisation des ressources locales, c'est-à-dire, pour nous, la diète méditerranéenne, c'est quelque chose de fantastique, qui est reconnu d'ailleurs par les nutritionnistes, et qui malheureusement a beaucoup disparu, on peut dire, pratiquement disparu. Si vous allez aujourd'hui en Crète, qui est le berceau du modèle crétois, eh bien, il n'y a plus de modèle crétois. Et on mange des choses qui ne sont pas toujours très conformes à la santé et surtout qui font une rupture dans les liens culturels. Ça, c'est la première chose, la qualité totale. La deuxième chose, c'est l'autonomie territoriale. On a beaucoup parlé à l'occasion de la Covid de cette question de la souveraineté alimentaire. Alors, je crois effectivement qu'il faut revenir
Il faut aller vers une relocalisation de la production alimentaire. Mais attention, ce n'est pas possible dans toutes les régions. C'est pratiquement impossible d'ailleurs dans les différentes régions, pour la bonne raison que nous avons dans nos régimes alimentaires aujourd'hui des produits exotiques qui viennent des pays du Sud. Le café, le cacao, etc., les bananes. Et dans un contexte de solidarité internationale, il ne faut pas que ce commerce disparaisse, hein, on comprend bien. Et puis, il faut organiser la complémentarité entre les différents territoires, les régions françaises. La troisième caractéristique, ce sont les proximités. Il faut retrouver la proximité entre l'agriculture, l'élevage et la forêt, ce qu'on appelle l'agroécologie. Hein. Il faut retrouver la proximité entre les matières premières agricoles et la transformation, c'est-à-dire pas faire voyager les matières premières sur des milliers de kilomètres comme on le voit aujourd'hui. Et la troisième proximité, c'est entre le producteur et le consommateur. C'est ce qu'on appelle les circuits courts, mais aussi, encore une fois, la proximité culturelle avec les diètes traditionnelles locales. Et la dernière caractéristique, c'est la solidarité. J'ai déjà évoqué la solidarité internationale, mais il faut retrouver la solidarité entre, par exemple, les villes et les campagnes. Il y a une fracture là aujourd'hui. Donc, recréer le lien à la terre et puis recréer le lien entre les acteurs des territoires et puis entre les territoires et entre les nations. Est-ce qu'un des gros problèmes, et je vous pose la question à tous les deux, finalement, c'est pas aussi la forte concentration urbaine qui se dégage dans le monde entier, puisque je crois qu'il y a 2 ans, nous avons basculé, plus de 50% de la population est citadine. Donc il y a à la fois concentration humaine dans des lieux plus ou moins pollués et en même temps rupture avec la terre, comme tu dis. Alors Jean-Louis, est-ce qu'il est fondamental de se reconnecter à la terre et du coup comment ? Est-ce que c'est l'écotourisme, un écotourisme avec l'agritourisme qui pourrait par exemple nous entraîner à nous reconnecter avec cette terre ? Il faut nuancer cette question, cette affirmation de la densification urbaine, la concentration urbaine, etc. Alors certes, on dit qu'aujourd'hui, c'est vrai, 55% de la population mondiale est dans les villes. Mais qu'est-ce que c'est qu'une ville ? D'après les définitions internationales, c'est au-dessus de 3000 habitants. En fait, ce qu'il faut redouter, je crois, c'est les mégalopoles. Ce sont les grandes concentrations au-dessus d'1 million ou même 10 millions d'habitants avec des problèmes quasiment insurmontables. Alors j'ai calculé qu'en 2050, les 2/3 de l'humanité seraient quand même encore dans des villes de moins d'1 million d'habitants et dans les territoires ruraux. Les pays du Sud sont principalement ruraux encore aujourd'hui. Et il faut éviter que cette poursuite de l'urbanisation effrénée continue. Il faut freiner l'exode rural. Il faut que l'on trouve de nouvelles activités dans les zones rurales pour que les gens restent dans le rural. Hein. Bon, j'entendais tout à l'heure, excusez-moi de la parenthèse, mais ça m'a beaucoup interpellé. On parle de la 5G, les télécommunications, le téléphone 5G, etc. Et puis on dit, ben, les gens du rural, des petites villes, etc., qui n'ont plus d'hôpitaux, etc., ils vont être soignés à distance et même opérés à distance. Hein. Et c'est quelque chose d'effrayant. C'est une artificialisation totale de l'humain, alors qu'on pourrait avoir un autre raisonnement, c'est de dire au contraire, arrêtons cette substitution de l'homme par la machine, de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle, et au contraire, densifions en emploi. Il faut qu'il y ait des services à la personne qui se développent, etc. Donc je pense, pour reprendre ce scénario, je pense que pour les 2/3 de l'humanité, la solution, le scénario des systèmes alimentaires territorialisés est tout à fait viable et applicable vers, encore une fois, le développement des activités rurales à la périphérie des villes, etc. Alors la question se pose pour les mégalopoles. Là, évidemment, il faudra des territoires plus vastes pour les nourrir, mais on peut aussi imaginer que c'est quelque chose qui se fait à l'échelle de plusieurs régions et non pas à l'échelle du monde entier. Anne ? Oui, j'aimerais bien intervenir là-dessus avec quelques réserves. On a beaucoup essayé de faire partir les travailleurs hors des villes et, si j'ose ce raccourci, on a eu les gilets jaunes. Des gens qui sont obligés de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de voiture avec des vieilles voitures et du diesel pour aller travailler. Donc, il faut aussi
réorganiser, je pense, et c'est une vraie question qui n'a pas grand-chose à voir avec le tourisme, il faut réorganiser le travail. Le travail est devenu fou. Nous sommes divisés, si j'ose dire, entre des gens qui travaillent trop et des gens qui ne travaillent pas. Et ça, c'est épouvantable. Alors là, quand même, la pandémie, alors excusez-moi de vouloir toujours trouver des occasions de se réjouir, mais la pandémie a interrogé le travail. Il y a eu beaucoup de gens qui ont pu travailler à distance, qui en ont beaucoup profité pour essayer de convertir leurs travaux. Alors, c'est évidemment pas les agriculteurs, pas les caissiers, pas les éboueurs et pas les infirmiers. Mais les travailleurs du tertiaire ont réussi à diviser leur temps de travail en ayant quelques jours de présentiel et beaucoup à distance, ce qui a permis à pas mal de gens de décider de quitter leur grande ville pour faire leur travail à distance et de n'y venir que 2 jours ou 3 jours par semaine. Je ne sais pas si ça va durer, je ne sais pas si c'est une très bonne chose de travailler à distance, mais ce que je sais, ce que nous sentons, c'est qu'il faut que le travail change, soit réinterrogé. Il faut sûrement plus de gens qui aient une activité terrienne, une activité agricole ou péri-agricole. Il faut absolument là que cesse cet exode rural et qu'on trouve des manières d'organiser du travail et du travail culturel et du travail touristique autour des zones périurbaines ou même de campagnes distantes des villes. Mais il va falloir aussi que les gens qui sont astreints à du travail citadin voient leurs conditions de travail évoluer. Et il est certain, enfin il me paraît certain, qu'il va falloir que nous apprenions à travailler moins pour travailler tous et à avoir des activités péri-travail. Enfin, je voudrais une remarque à propos de l'agriculture et des produits à production territoriale. Il n'y a pas qu'en agriculture. Moi, je suis médecin et nous avons découvert à propos du Covid que beaucoup de nos médicaments ne sont pas fabriqués en Europe et que nous avons des pénuries qui sont encore pires, je dirais, que le café cacao banane dont tu nous as parlé et qui est tout à fait important à préserver. Nous allons dans les respirateurs, le paracétamol, les vaccins, les médicaments pour traiter les cancers, etc. On s'est aperçu que nous étions très peu, que nous avions du mal à travailler à hauteur de nos ambitions lorsque les communications ne sont plus aussi fluides. Alors, je ne reparlerai pas des masques parce que là... Non. Ceci dit, Anne, j'apporte une réserve à ce que tu viens de dire. S'il y avait une pénurie de cacao, je pense que là, ça serait la fin du monde quand même. Là, franchement, on toucherait le fond, franchement. On toucherait le fond, mais on a des bons psychanalystes qui nous permettent de sortir des addictions fondamentales. Je peux ajouter Jean-Louis, quelque chose. Je suis d'accord avec les observations d'Anne qui sont tout à fait justifiées. À la faveur, si je puis dire, ou à cause de la Covid, il semblerait que 200 000 Parisiens ont souhaité quitter la capitale et puis s'établir dans des zones plus vertes, plus rurales. Et je reviens sur ce qui a été évoqué d'ailleurs, la densification d'activités dans les zones rurales. L'agriculture de demain, ce n'est pas celle de grand-papa ni celle d'aujourd'hui. L'agriculture de demain, c'est ce qu'on appelle la bioéconomie, c'est-à-dire avec tout ce qu'on peut tirer de la terre, donc les productions agricoles, l'élevage et la forêt, on va faire non seulement des matières premières alimentaires, mais aussi des molécules qui vont substituer toute la chimie de synthèse, toute la chimie issue du pétrole. Déjà aujourd'hui, il y a des approvisionnements à partir de la biomasse pour l'industrie cosmétique, pour l'industrie des colorants, des peintures, etc. On fait énormément de choses. La deuxième chose qu'on pourra produire en milieu rural, c'est l'énergie.
énergie verte, par exemple le méthane, hein, mais aussi les panneaux solaires, etc. Hein. Et puis la troisième chose, et là on va être en plein dans le sujet des FIMED, c'est évidemment les services écosystémiques, c'est-à-dire on va entretenir les paysages, on va réactiver la mémoire alimentaire des diètes traditionnelles, etc. Et on va développer l'écotourisme. Donc l'entreprise rurale du futur, elle va faire des aliments, elle va faire toutes ces molécules, elle va faire de l'énergie, mais elle va produire aussi des services avec les tables d'hôtes, avec les gîtes, etc. Les écomusées, il y a des tas de choses à faire pour permettre à ceux qui vivent en monde rural de gagner correctement leur vie. Parce que le problème de l'agriculture, que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est qu'on ne gagne pas suffisamment en agriculture familiale. Hein, on ne gagne pas suffisamment d'argent pour avoir une vie décente. Donc, il faut améliorer les revenus et on peut le faire par ça. Et aussi, bon, j'ajoute, par l'économie sociale et solidaire, c'est très important. C'est-à-dire des coopératives, des mutuelles, etc. Parce que soit on continue le monde de la concentration des entreprises et on a des méga firmes multinationales qui dominent le monde, soit au contraire, on crée de nouvelles entreprises, des entreprises à mission, qui sont des entreprises qui respectent les 3 objectifs du développement durable, l'économie, l'équité et l'environnement, mais qui permettent aux gens de vivre correctement, sous réserve qu'elles soient organisées en coopérative, évidemment. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions dans la salle par rapport à ce qui a été dit? Alors, on ne voit rien parce qu'ils sont tous masqués. Donc, ah, voilà. Alors, il y a un micro. Allez-y, je vais répéter votre question. Allez-y. Alors, quels sont les types de financement qui existent pour effectuer ces transitions? Anne, peut-être? Écoutez, pour le moment, l'Europe est en train de mettre à disposition dans son budget des financements possibles. C'est compliqué, je ne peux pas vous dire en 2 mots comme ça, mais par exemple, si on veut diminuer l'utilisation de gaz à effet de serre, parce qu'il ne s'agit pas seulement de produire de l'énergie verte, il s'agit aussi de consommer moins d'énergie si on peut l'éviter. Une des pistes les plus immédiates, les plus évidentes, c'est d'isoler des bâtiments. Les bâtiments sont très énergivores. On les chauffe en hiver, on les refroidit en été, et puis avec le dérèglement climatique, on va les chauffer de plus en plus et les refroidir de plus en plus. On perd beaucoup d'énergie à maintenir une température agréable, vivable, à l'intérieur des bâtiments publics et privés, pas seulement des bâtiments privés. Hein. Les bâtiments publics, c'est pareil, ce sont de véritables passoires lorsqu'ils ont été mal construits. Je pense aux hôpitaux, aux crèches, aux écoles, aux universités, tous ces bâtiments publics qui sont chauffés souvent 24 heures sur 24 alors qu'ils sont utilisés 8 heures par jour. C'est donc de véritables pertes. Eh bien, ça, on ne peut pas décréter en France ou en Europe isoler vos bâtiments. Seuls les riches sont capables d'isoler leur demeure et encore, ils préfèrent payer leur chauffage. Il faut un grand plan de rénovation industrielle. Cette rénovation qui va d'ailleurs être très créatrice d'emplois. L'ADEME, qui soutient le projet des FIMED, a estimé qu'on pouvait créer un nombre considérable d'emplois à la rénovation thermique des bâtiments. Et là, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, il faut de la formation. Il faut que les gens puissent être formés à des rénovations qui soient agréables. Il faut arrêter de subventionner une année les doubles vitrages, l'année suivante les chaudières, l'année d'après je ne sais quoi encore, les panneaux solaires. Et il faut organiser une rénovation complète des bâtiments et il faut le faire dans les 10 années qui viennent, c'est indispensable.
y compris des fermes isolées et des élevages bovins, ovins qui doivent aussi pouvoir bénéficier de températures clémentes. Bref, là, il faut de l'argent. Alors, comment avoir de l'argent? Jusqu'à présent, la création monétaire en Europe, qui a été extrêmement importante, il y a eu plusieurs milliers de milliards d'euros créés ces dernières années en Europe. Mais ils ont été confiés, la Banque centrale européenne qui les a créés, les a confiés à des banques. Et les banques, quand on leur confie de l'argent, généralement le placent sur des marchés financiers. Il y a eu tous ces 1000 milliards, 3000 milliards d'euros créés, 10% sont allés dans l'économie réelle, 11%, et 89% sont allés sur les marchés financiers, enrichir cette dette croissante et cette fragilité de la finance internationale. Alors, ce qu'on essaye de faire, et ce qui est en train d'être fait en Europe, c'est d'une part de trouver des moyens de recueillir de l'argent, pas seulement de faire de la création monétaire, mais aussi de trouver, par exemple, de réinstituer la taxe Tobin aux frontières, les taxes sur les transactions financières, d'essayer peut-être de lutter contre les paradis fiscaux, ça serait une très très bonne idée, et puis de confier l'argent créé ou l'argent récupéré à des banques sous conditions. Et ça, c'est très important et c'est compliqué et c'est politique. C'est de vérifier que l'argent prêté ou l'argent donné, parce qu'il y a deux choses, hein, il y a des prêts et des budgets, eh bien les prêts, vérifier qu'ils soient bien distribués à l'économie réelle. Quand vous prêtez de l'argent pour isoler des bâtiments, vous avez un retour sur investissement qui est lent, qui n'est pas 10% par an comme dans l'économie virtuelle, qui est plus lent, mais qui fait que moins de dépenses de chauffage vont permettre de rembourser l'argent mis à l'isolation des bâtiments. Et ça, c'est un processus gagnant-gagnant, si j'ose me permettre cette formule parfois dévoyée. Et de même, si on a un budget européen du climat, et ça, quand même, on en parle de plus en plus, hein, de l'idée d'avoir un budget européen dédié à la transition climatique, eh bien, là aussi, il faudra trouver des moyens politiques de vérifier que ce budget est bien utilisé à la transition climatique. Donc, on revient, si vous voulez, je reviens un peu rapidement peut-être, mais c'est difficile d'être très explicite longuement, à l'idée que les décisions économiques doivent être soumises au pouvoir politique. C'est le pouvoir politique qui permet d'établir des contrôles. Et on est malheureusement en Europe dans une situation où le politique a mauvaise presse. On pense que les politiques sont là pour nous rouler, on n'a pas très confiance, on vote de moins en moins, on participe de moins en moins à la chose politique. C'est très dommage, car c'est le politique qui peut exercer des contrôles. Et ces contrôles sont primordiaux. Si on donne de l'argent aux financiers, eh bien, ils vont jouer avec comme ils font. Hein. Ils vont aller sur le CAC 40, sur les places financières. D'accord. Merci Anne. Oui, tout à fait. Je suis désolé parce qu'il va falloir qu'on arrête ce débat. Jean-Louis, peut-être un petit mot de fin aussi. Tu es d'accord avec ce que dit Anne? Oui, oui, tout à fait. Bon, dans le domaine que je connais un peu mieux, agriculture, alimentation rurale, je pense qu'on est encore dans une valse hésitation. Après de grands discours et de grandes promesses de prendre le virage de la transition socio-écologique, finalement, on voit qu'on essaye de mettre sous perfusion l'ancien monde. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. Les sommes mises dans le plan de relance français, par exemple, pour la transition alimentaire, sont tout à fait insuffisantes. Alors, on va encourager le bio, on va encourager les programmes alimentaires territoriaux, etc., mais avec des moyens financiers tout à fait insuffisants. Alors, il y a une lueur d'espoir. Moi, je pense que la solution, c'est l'Europe. Hein. Ce n'est pas que la France, évidemment.
Et on a lancé, la présidente de la commission, Ursula, a lancé le pacte vert, hein, ce qui est le pacte, oui, c'est ça, le pacte vert, je crois. Et dans la foulée, on a décliné ça dans le domaine agricole en disant qu'on allait faire une nouvelle stratégie de la ferme à la table, avec plein de mesures qui me paraissent tout à fait opportunes. Mais comme on vient de le dire, les sommes ne sont pas connues et seront-elles suffisantes? Je pense qu'il faut faire... Bon, et puis j'ajoute un mot parce que Anne l'a évoqué, c'est très important. Il y a un changement de comportement de consommateurs vers plus de frugalité, par exemple en matière alimentaire. On est en France à plus de 3000 kilocalories par an par habitant. Les nutritionnistes nous disent, compte tenu du mode de vie sédentaire, 2000, ça suffit largement. Donc un peu moins de viande, plus de fruits et légumes, etc. Tout ça va dans le bon sens. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une éducation dès l'école primaire. Il faut qu'il y ait des campagnes génériques suffisantes, etc. Parce que malheureusement, aujourd'hui, l'éducation alimentaire, elle se fait dans les supermarchés et avec les spots publicitaires sur les écrans. Et là, c'est plutôt une incitation vers des aliments dont le Nutri-Score n'est pas très bon. Voilà, je vous remercie tous les deux parce que voilà, on a un contexte, on n'était pas pleinement dans l'écotourisme, hein, mais encore une fois, l'écotourisme n'est pas isolé. Et c'est pour ça que nous sommes fiers d'être dans le contrat de transition écologique sur le Pays de Grâce aussi. On parle bien de transition écologique dans lequel l'écotourisme peut se positionner, mais on voit bien qu'il y a deux champs complémentaires assez gigantesques qui nous donnent la voie, mais qui nous posent aussi beaucoup de questions sans réponse. En tout cas, un grand merci à tous les deux, puis votre sourire est toujours aussi magnifique, ça fait du bien. Vous êtes bien sûr les bienvenus pour rester avec nous sur le reste de la présentation. Je sais que vous êtes aussi très pris. Et puis, de tout cœur, j'espère que vous allez pouvoir venir tous les deux les 26 et 27 novembre à la 4e Université de Grasse et qu'on vous aura en présentiel avec d'autres experts pour débattre et pour travailler aussi à des projets autour de l'écotourisme. Merci et je vous embrasse. Au revoir. Merci, Eric. Au revoir à tous. Et merci. Et merci pour tout le travail que tu fais qui est passionnant. Et en rappelant quand même que le tourisme, c'est 10% du PIB mondial. Hein. C'est pas rien. Et en Méditerranée, je crois, plus important. Hein. Donc, c'est quelque chose d'important. Et ça fait 1 emploi sur 10 dans le monde. Oui. Et c'est quand même un des secteurs les plus impactés par la crise actuellement, avec là aussi beaucoup de questionnements sur son devenir. D'où l'écotourisme local. Merci Anne pour cette transition qui m'est facilitée. Et d'où effectivement le rôle qu'on peut jouer dans ce département déjà pour inaugurer tous entrepreneurs vertueux dans le 06 avec l'idée effectivement de pouvoir vous inviter à participer à cette opération. Hein, il n'y a rien de payant, c'est que du loisir, de la récréation et c'est surtout se rencontrer. Alors je demande à Yves de venir nous présenter la suite de cet exposé. Alors vous allez voir, on est toute une équipe, on s'est monté en réseau, donc une fine équipe qui travaillons ardemment à construire un programme écotouristique très vivant pour 2021, mais qui démarre déjà avec ces fameuses portes ouvertes que je présenterai dans quelques minutes sur l'automne. Donc Yves va nous présenter un petit peu le cadre et ce qu'on attend un petit peu de ces réseaux territoriaux. Bonjour à tous. Donc moi, je vais être très très court, hein, simplement pour faire le lien. Tu arrives à retrouver les slides ou pas? Mais sinon, on va improviser. Hein. Donc en fait, pour faire, je vais commencer pour faire le lien avec ce qui a été dit et puis ce dont on va parler après et ces réseaux, tous entrepreneurs vertueux. Donc si on est là et notre objectif, c'est quand même, on l'a dit, la transition écologique. Hein, donc ça, c'est très important. Mais on veut le faire avec le sourire. Hein, on accuse les écologistes maintenant de couper les arbres de Noël. C'est pas ça. On les accuse à tort d'ailleurs. Et donc l'écotourisme, c'est une chance parce que c'est quelque chose d'agréable, mais qui est là aussi pour aider. Et ça a été dit, hein, l'idée, c'est d'essayer de ramener des revenus en fait, au monde rural. En fait, c'est ça le problème, d'essayer d'amener
donc les entrepreneurs qu'on va appeler vertueux et qui agissent pour cette transition écologique, pour les aider. Et donc pour ça, on va parler de cette chaîne solidaire qu'on va faire. Et donc très rapidement, hein, on a essayé de réfléchir entre nous sur ce que c'est que l'écotourisme, puisqu'on en parle beaucoup, mais en fait c'est plus compliqué enfin c'est plus riche que ce qu'on pourrait imaginer, hein. Évidemment, c'est le plaisir de la découverte. On a parlé de la curiosité. Ça c'est le moteur. Mais déjà, dans un premier temps, l'écotourisme, c'est quand même la protection de l'environnement. Hein. On ne laisse pas des papiers par terre. On ne marche pas n'importe où. On n'arrache pas les fleurs. Donc ça, protection de la nature. Mais c'est aussi le patrimoine. Donc, les patrimoines, c'est les pierres, les vieilles pierres, ok, mais c'est aussi des savoir-faire, des gens qui ont des traditions. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est aussi une dimension. Et aussi, l'écotourisme, c'est ce qu'on essaie de dire, c'est le soutien à cette communauté d'accueil. Donc, on veut les soutenir. Mais aussi, et ça, c'est important pour nous dans l'équipe, là, à Defimed, c'est l'écotourisme, c'est aussi des rencontres. C'est un aspect humain, une joie d'une expérience, hein, partagée, et qui va nous emmener à ce dont on vient de parler, c'est-à-dire une prise de conscience des enjeux environnementaux et sociaux, et aussi, après, ce qu'on espère, c'est un engagement pour le développement durable. Et donc, on arrive là donc, à ce dont on va parler ce soir, c'est donc la mise en place alors, on les a appelés les clubs tous entrepreneurs vertueux, les clubs TEV. Alors, bon, on a discuté sur le nom de club, hein, ce n'est pas des clubs restreints, hein, c'est au contraire, c'est tout sauf ça. C'est pour le plaisir de se rencontrer. Hein, donc, on a beaucoup discuté sur le terme entrepreneur. On est tous entrepreneurs, en fait. Et puis, c'est très riche comme mot. On trouvera peut-être un autre terme si on arrive à trouver mieux, mais voilà, on est tous entrepreneurs. Et tous ceux qui sont acteurs de l'écotourisme, mais c'est aussi ceux qui vont à la rencontre. Donc, ces clubs de rencontres, l'objectif, c'est révéler, donc on l'a dit, les productions potentielles d'écotourisme vertueuses grâce à une connaissance locale du territoire. Donc ça, je pense que c'est clair pour vous tous. Et donc, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire là-dessus. Et dès qu'on commence à réfléchir, à identifier les gens et à les mettre en réseau, on peut commencer à analyser, à partager des expériences, à regarder, tiens, ça a marché ici, pourquoi ne pas le partager? Donc, il y a vraiment un travail qui peut être fait. Et après, donc à la fin, effectivement, essayer d'élaborer des projets participatifs à l'échelle locale et après les partager au niveau de Defimed qui a cette ambition méditerranéenne. Voilà, c'était hyper court, mais... Merci. Oui, non, mais très, très bien, effectivement. Alors, l'idée, c'est déjà, on va faire une reconnaissance cet automne. Donc, on vous invite à nous rejoindre. Hein. On va se disséminer ce club déjà qui est constitué d'une trentaine de personnes. On va se disséminer dans les portes ouvertes que je vais vous présenter. Et puis, l'idée, c'est qu'on se retrouve, qu'on analyse effectivement ce qui se passe, qu'on savoure ces entrepreneurs et puis qu'on voit sur le site les potentiels de développement qu'on peut lui donner. On a une enquête, donc chacun prendra cette enquête avec lui ou en tout cas l'aura au retour et puis on répondra aux questions qu'on se